Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, une nouvelle semaine commence et Dev Café reprend également. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir derrière moi, on est en retour en mode normal. Alors comme d'habitude, on va se parler de toute l'actualité autour du développement mobile. Et d'ailleurs aussi, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, voire même à partager la vidéo autour de vous si potentiellement des gens sont intéressés. Et comme d'habitude, également, il y a beaucoup de comme d'habitude pour cette intro, vous pouvez vous déplacer dans les différents sujets via le petit curseur qui est disponible. Mais bon, le mieux c'est peut-être de tous les écouter. Alors du coup, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les dernières infos. On commence la semaine avec iOS et plus particulièrement les fichiers DSIM qui veulent dire Debug Symbols. Et ces fichiers ils sont très pratiques avec des outils comme Crashlytics parce que lorsque vous allez avoir un crash, ça va vous permettre d'associer la stack trace et donc de trouver l'endroit du code qui a planté. Et là, ce que l'on apprend, c'est que jusqu'à présent, dans l'App Store Connect, on pouvait télécharger ces Debug Symbols de n'importe quelle application, de n'importe quelle version qui avait été déployée. Mais depuis récemment, c'est plus le cas. Alors exactement qu'est-ce qui a changé? C'est que désormais les applications avec du bitcode c'est déprécié et on ne peut plus transmettre des applications à l'App Store via ce système-là. Et donc si vous publiez des applications sans bitcode sur l'App Store Connect, vous n'avez plus accès aux DSIM, par contre pour les anciennes versions c'est toujours là. Toutefois, si vous voulez continuer d'accéder aux fichiers DSIM, depuis Xcode ça reste encore possible, mais le seul inconvénient c'est qu'il faut forcément rebuilder les applications pour y accéder, en tout cas c'est dans la partie archive, c'est un peu dommage là-dessus. Maintenant sur macOS, on enchaîne avec une petite info marrante entre guillemets, à savoir que la NS Window a une méthode interne pour la faire vibrer si nécessaire. Donc bon, j'avoue, ça va pas changer votre journée, mais au moins vous le saurez. On reste dans l'écosystème Apple et on s'éloigne un tout petit peu du développement mobile, mais je pense que l'information va vous intéresser. Alors je pense que vous connaissez Netatmo, qui font par exemple des stations météo, des caméras comme vous voyez ici, et encore bien d'autres objets connectés d'une manière générale. Et ces objets, généralement, ils sont compatibles avec HomeKit, qui est la solution de maison connectée d'Apple. Et dans cette solution, vous avez également un truc qui s'appelle Secure Video, qui permet de stocker les vidéos des caméras directement sur iCloud dans un espace sécurisé. Et l'avantage de Secure Video, c'est au final, peu importe la caméra, peu importe le logiciel, dès lors que vous allez transmettre vos vidéos, Apple, de son côté, va faire tourner un algo de détection de mouvement. Donc ça, c'est Secure Video, stocker des vidéos, détecter les mouvements. Et dans l'article que vous voyez juste ici, Netatmo explique que sa sonnette connectée ne pourra pas être compatible avec HomeKit et ils expliquent justement pourquoi. Mais ce qui est marrant, c'est que l'article que vous voyez ici, en réalité, c'est une version de la Wayback Machine, donc c'est-à-dire les Web Archives, tout simplement parce qu'il n'est plus disponible sur le site de Netatmo, et très probablement parce que ça donne un peu trop d'informations. Et ce que l'on apprend dans cet article, c'est que les ingénieurs de chez Netatmo ont réussi à faire des algos ultra optimisés pour la sonnette connectée, parce qu'avec uniquement 2 images par seconde, ils sont capables de détecter des mouvements. Et en plus, ça ne consomme que 2 watts. Et donc là, sur ça, aucun problème. Mais seul hic pour Home Secure Video, c'est qu'il ne faut pas 2 images par seconde, mais 30. Donc là, j'imagine que vous savez faire rapidement le calcul, et donc ça fait 15 fois plus d'images à transmettre en Wi-Fi. Et le problème, c'est que la caméra de chez Netatmo, ou plutôt la sonnette, le gère très mal, car elle a tendance rapidement à chauffer, et même elle va se mettre à rebooter. Et le phénomène est d'autant plus reproductible qu'une sonnette, généralement c'est en plein soleil, donc en plus, elle va se mettre à surchauffer. Du coup, je trouvais intéressant de vous parler de ce sujet, car ça vous montre qu'Apple, finalement, ce n'est pas qu'iOS ou macOS, et qu'il y a là aussi plein de limites, comme on a l'habitude de les voir sur l'App Store ou le Google Play d'une manière générale. Et finalement, c'est un peu marche ou crève, parce que soit on peut être compatible avec les exigences qu'ils ont, soit, eh bien, ça n'est pas compatible du tout. Donc là, en l'occurrence, la sonnette de chez Netatmo ne sera jamais compatible HomeKit Secure Video. On change maintenant totalement de sujet pour revenir aux applications, et je ne sais pas si vous connaissez une qui s'appelle Voice. Alors pour la faire simple, c'est tout simplement un client de VoIP qui est disponible à la fois sur Android et sur iOS, et cette fois-ci, c'est pas Apple le fautif, mais bien Google. Et dans cette application Voice, en toute logique, on a une fonctionnalité qui permet d'accéder au contact du téléphone, mais le problème, c'est que ça ne plaît pas du tout à Google. Et pourtant, l'implémentation qui est faite dans l'application est remarquable, car c'est uniquement un import en local, et il n'y a absolument aucune donnée qui est envoyée vers l'extérieur. Mais les équipes du Google Play ont trouvé ce comportement très étrange, car les développeurs ne les auraient pas informés, si on en croit en tout cas ce qui est indiqué. Et comme d'habitude, dans ce genre de cas, vous savez, il y a une discussion qui se met en place, il y a un appel, mais bon, pour vous la faire simple, Google a dit « Non, votre implémentation ne nous plaît pas ». Par contre, ils avaient une version en production qui avait des contacts, mais elle, bon,
priori c'est bon, c'est uniquement la mise à jour qu'ils essayaient de déployer qui ne passe pas. Et voyant cela, les développeurs de l'application ont tout simplement retiré les fonctionnalités pour, grosso modo, revenir sur quelque chose d'assez similaire avec la version en production. Mais là aussi, Google a continué de dire « Non, votre application ne nous convient pas ». Mais là où c'est vraiment n'importe quoi, c'est que la fonctionnalité d'import des contacts est disponible en open source, et donc Google peut voir justement qu'est-ce qui est fait. Mais malgré tout, ils veulent rien savoir, et finalement la situation est aujourd'hui bloquée. Du coup, les développeurs de Voice, ils ont tout mis en open source, autant les libs que l'application. Mais au final, les vrais impactés, ce sont les clients, et donc ils se retrouvent avec trois choix. Soit une application sur le Google Play, mais qui va être dépréciée, ou en tout cas qui va plus être à jour, compiler eux-mêmes l'application open source, ou passer par des stores tiers. Donc autant vous dire que c'est loin d'être le cas pour beaucoup de leurs clients. Et c'est pour cela que je rebondis avec la question du jour qui en réalité va être découpée en deux parties. Aujourd'hui c'est sur le Google Play et demain ce sera sur l'App Store. Et la question c'est de savoir est-ce que vous avez déjà eu au moins une application qui a été soit supprimée, donc dès la soumission, soit retirée d'une boutique en général. Et si oui, est-ce que vous avez été capable de la réintégrer par la suite? Donc comme d'habitude, vous pouvez y répondre dans la partie communauté, et les liens sont également en description et en commentaire épinglés. Et donc du coup, là, sans aucune transition, je vous propose qu'on passe aux actualités en bref, avec aujourd'hui de l'utile comme, bon, il faut l'avouer, du pas très utile. On nous parle souvent de bien-être numérique autour de notre consommation des smartphones. Mais voici un concept encore plus novateur, un téléphone sans écran. Concrètement, il s'agit d'une paire d'écouteurs contenant une eSIM et répondant à des commandes vocales. Vous pourrez ainsi passer des appels, envoyer et recevoir des messages ou encore écouter de la musique. Mais c'est tout. Vendu pour 170$ en version Early Adopter, les premières livraisons sont prévues pour 2023. Après les augmentations de prix sur l'énergie ou dans notre consommation quotidienne, les services numériques s'y mettent également. Scaleway vient ainsi d'informer ses clients qu'à partir de décembre, ils devaient s'attendre à des augmentations de l'ordre de 10%, sans pour autant préciser offre par offre les détails. Toujours dans les augmentations, les versions payantes de Docker, à savoir Docker Team et Docker Business, vont voir leurs tarifs croître. A noter que les clients Team seront limités à 100 utilisateurs avant d'être redirigés de force vers l'option supérieure. Retour en mobile avec des efforts notables des opérateurs pour le déploiement des réseaux 4G et 5G comme le montre une étude de l'ARCEP. Mais que faire si vous êtes dans le noir total? Pourquoi ne pas alors déployer votre propre antenne? Et c'est ce que propose le projet actuellement en campagne de financement participatif nommé UCAMA. Il vous permet de recevoir tout le nécessaire pour déployer une antenne 4G avec une portée de 1 km. Tout le matériel et le logiciel est fourni, y compris la possibilité d'avoir des cartes SIM ou eSIM et de gérer l'itinérance vers les autres opérateurs. En France, cela coûte ainsi 2,50$ par gigaoctet, ce qui n'est pas forcément un bon plan. Sur un tout autre sujet, Halloween approche à grands pas, et si vous voulez un peu de décoration tout en mêlant le thème du développement Android, voici une figurine qui sera vendue aujourd'hui dès 17h. N'hésitez d'ailleurs pas à jeter un œil sur le site de Dead Zebra qui contient bien d'autres goodies Android dont vous pouvez en voir une grande partie dans le décor. Et enfin, toujours sur le thème d'Halloween, voilà une barre chocolatée qui pourrait nous plaire, mais certainement pas comestible. Il s'agit ni plus ni moins qu'un Doom qui a été embarqué dans un boîtier en forme de biscuit. Dans les pays développés, on a la chance de ne pas trop se questionner sur la couverture réseau ou encore sur les débits. Par contre, pour les pays en voie de développement, c'est pas aussi simple, mais par contre, il existe des solutions assez innovantes, et je pense là-dessus notamment au Google Play, qui permet de télécharger une application sur un téléphone, et ensuite de venir la partager à d'autres sans avoir besoin d'une connexion Internet. Mais là, on se parle dans tout autre niveau que des applications, parce que les applications, c'est des mégas, mais maintenant, on va se parler de gigas, puisque c'est carrément la base de données de Stack Overflow que vous pouvez accéder en hors ligne. Et il existe un projet initialement soutenu par la fondation Wikipédia qui permet de télécharger des grosses bases de données pour y accéder en hors ligne. Et ça s'appelle donc Kiwix et c'est disponible sur à peu près toutes les plateformes, donc Windows, Mac Linux, Android iOS et bien d'autres. Et vous pouvez aller piocher dans des bases de données pour ensuite les télécharger. Et ce que l'on apprend ici, parce que Kiwix en tant que tel existe depuis longtemps, c'est que désormais Stack Overflow va fournir des binaires, va fournir des bases de données de manière officielle, donc c'est eux qui vont régulièrement les mettre à jour, mais aussi ils vont essayer d'optimiser la taille, parce qu'en l'état ça fait quand même 80 Go, ce qui est quand même énorme. C'est certes prévu pour un usage dans les pays émergents, voire même dans les prisons, comme c'est expliqué dans l'article, mais dans les faits, ça peut aussi servir lors des voyages, c'était notamment mon cas. Par exemple, en avion, vous n'avez pas nécessairement envie de payer le Wi-Fi, auquel cas, si vous avez accès à Stack Overflow ou à Wikipédia en ligne, c'est plutôt pas mal. Donc c'est disponible dès à présent, ça s'appelle Kiwix, et à part, vous allez télécharger des bases de données.
Et enfin, on termine avec l'Inde, où Google vient d'être condamné à verser 160 millions de dollars, et ça vient d'un point qui fait aussi débat en Europe, à savoir l'intégration forcée de certaines applications Google dans Android. Et vu que Google détient 97% de parts de marché en Inde, on comprend assez vite pourquoi il y a eu ce procès. Et je dois avouer par contre que la réaction de Google est assez pitoyable là-dedans, parce qu'il parle uniquement de sécurité, alors qu'en réalité ici, le vrai problème, c'est une question de monopole. Et d'ailleurs, lors de ce procès, différents documents ont été révélés, et finalement le slogan Don't be evil, il ne s'applique plus vraiment aujourd'hui. En effet, il y a certains fabricants qui font à la fois des téléphones, donc sur Android, mais aussi des télés. Et on pourrait imaginer qu'ils utilisent n'importe quel système d'exploitation. Mais ce que l'on apprend, c'est que les contrats que Google fait pour Android, ils forcent les constructeurs à n'utiliser qu'Android Télé ou Google TV sur les télés. Et donc là, dans l'exemple, Amazon, par exemple, aimerait pouvoir déployer son système, donc Amazon TV OS, ou je ne sais plus quel nom là, sur les télés, mais c'est totalement impossible pour les fabricants qui se retrouvent coincés par le contrat qu'ils ont avec Google sur les téléphones. Donc bref, c'est pas vraiment joli dans les deux cas pour Google, donc il va falloir qu'ils revoient un peu leur slogan. Juste avant qu'on s'arrête, on revient sur le sondage de vendredi autour de la déclaration du CTO d'Azure, et d'une manière générale, vous êtes plutôt satisfait par Git, même si certains d'entre vous aimeraient peut-être quelques petites améliorations à droite à gauche. Pour rappel, le sondage du jour, c'est autour du Google Play, sachant que demain ce sera autour de l'App Store et du refus ou de la suppression des applications. Et donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je vais rien rajouter de plus. N'hésitez pas à lire mes deux newsletters qui viennent d'être publiées, donc une sur Android et l'autre sur Flutter. Les liens comme d'habitude sont en description. Et donc voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à liker la vidéo. Sinon, je vous souhaite tout simplement une bonne journée et je vous dis à demain.